Président Jean Itadi, bonjour. Bonjour. Président, vous êtes le président du CAP. Et comment vous portez votre parti? Ben, moi je me porte bien et le CAP se porte de mieux en mieux. Vous savez que né il y a moins d'1 an, le CAP fait parler de lui au niveau national et vous savez que aussi bien dans les départements du Congo, de l'intérieur, Cap-Brazzaville, le CAP est bien connu, bien reconnu, compris, entendu chaque fois dans les médias, mais le CAP est aussi présent à l'extérieur. Vous avez le CAP Afrique du Sud, vous avez le CAP Angola, vous avez le CAP au Gabon, vous avez le CAP en Côte d'Ivoire. Vous avez récemment le CAP France qui a organisé un grand colloque à Lyon. Le CAP est en train de s'installer aux États-Unis, au Canada. Vous savez que dans un pays qui manque de boussole, le CAP est nécessaire. Et donc, les Congolais de la diaspora et ceux de l'intérieur avaient besoin d'un instrument nouveau qui leur propose une direction. Le CAP se porte bien donc. Hier, vice-président à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, aujourd'hui président du CAP. Alors, Monsieur le Président, est-ce que, peut-être pas pour essayer un peu d'écorcher, mais vous pouvez quand même dire à ceux qui vous suivent comment ça s'est fait que vous puissiez quitter l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, dans lequel, quand vous êtes revenu de l'exil, vous aviez donné corps et âme? Vous savez, tous les divorces ont ceci de particulier que les torts sont partagés. J'estime donc que nous n'avons peut-être pas suffisamment réussi l'action et la volonté de réconciliation qui nous habitait. Nous sommes venus à l'UPADS. Pourquoi? Alors que nous n'étions pas à l'UPADS. J'avais un parti politique qui s'appelait le Mouvement africain pour la renaissance de la solidarité. Et il est mort de sa belle mort? Il n'est pas mort de sa belle mort. Mais nous avons décidé, étant donné que le président Lissouba, qui était président de l'UPADS, n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions de président de parti et de rassembleur, nous nous sommes dit que lorsque vous n'avez plus de joker, il est bon que les autres joueurs mettent en place leur cohésion pour continuer à gagner. Et ce que nous avons voulu faire, en nous retrouvant tous au niveau de l'UPADS. Malheureusement, les égos, les stratégies individuelles, les choix politiques ne nous ont pas permis de nous entendre au point où, évidemment, la réconciliation a échoué. Et ne pouvant pas suivre la ligne qui était préconisée, nous avons décidé de nous donner un nouveau cap. Vous avez un nouveau cap. Aujourd'hui, le cap est à l'opposition congolaise. Est-ce que c'est le même combat? Je crois que c'est justement la partie la plus déterminée de l'opposition qui est au cap aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que le CAP, comme les autres partis du même calibre, sont traités de partis radicaux. Personne ne se trompe dans ce pays. L'opposition, c'est nous. Pourquoi l'opposition, c'est nous? Parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'un système politique qui crée la division dans le pays, qui prône les inégalités sociales et territoriales, qui ne donne aucune perspective d'avenir et qui fait croire, malgré tout, que tout se passe bien, continue à nous garder et allons à un nouveau référendum pour que nous continuions. C'est inacceptable. Nous travaillons pour qu'il y ait une alternance démocratique dans ce pays. Mais qu'il y ait alternance dans ce pays, il n'est pas question de garder l'existant. Il n'est pas question de garder l'existant, mais Monsieur le Président, qu'est-ce qui a bouillonné pour que vous ne puissiez pas aller à ces fameuses consultations initiées par le chef de l'État? Aussi simple que ça. Vous savez que j'ai été ministre Sassou Nguesso. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et donc, on ne peut pas dire, et personne dans ce pays d'ailleurs, président ou citoyen simple, ne peut dire que Jean Itadi manque de respect à qui que ce soit. Deux, Denis Sassou Nguesso n'est pas simplement l'homme à qui on doit du respect, c'est aussi le chef de l'État à qui on doit du respect. C'est une institution de la présidence à l'Élysée. Mais en même temps, il n'y a aucune obligation pour quelqu'un qui n'est pas en accord avec quelque autorité que ce soit de se produire chez l'autorité quand elle estime que ce qui est fait là est un piège.
Il y a des gens qui nous ont dit, vous n'êtes pas parti rencontrer le président, vous avez fait la politique, la chaise vide. Vous avez manqué de courage de dire la vérité au président. Oui, mais le président nous connaît très très bien. Le président nous connaît très très bien. Et il sait très bien que si nous avons des choses à lui dire, on le lui dit. Et on a eu des occasions de lui dire. Et s'il organise un vrai dialogue, nous lui dirons des choses. Là, c'était une consultation, nous ne sommes pas malades. Deux, dans une consultation, on donne un avis qui peut être pris en compte ou pas. Nous n'avions pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un dialogue véritable où il y a échange, égalité et mise en commun des points de vue pour obtenir un consensus et un compromis. Là, nous avons estimé que c'était fait juste pour faire croire à l'opinion. Exactement ceci. Moi, j'ai reçu les uns et les autres. Il y a une minorité qui est contre, mais la majorité est d'accord pour le changement de la Constitution. Alors, puisque je suis un démocrate, moi, j'en appelle à un référendum. Nous n'avons pas voulu tomber dans ce piège. Et c'est pour ça que nous disons, ce n'est pas la chaise vide, c'est le piège vide qui est sorti de là. Le piège vide qui est sorti de là, Monsieur le Président, à en croire les dires de ceux qui sont du bord du changement de la Constitution, ils vont foncer droit. Et vous, que deviendrez-vous? Mais s'ils foncent droit, c'est justement la preuve que ce ne sont pas des démocrates. Vous Parce savez que que la le président situation Sassou... exceptionnelle, le comportement exceptionnel. Non, on ne peut pas se permettre de tout faire en tout temps. Vous ne pouvez pas justifier parce que votre fils a mal au bras, que vous le tuez, parce qu'en ce moment-là, il ne souffrira plus parce qu'il est mort. Il y a pas, c'est le genre d'expression de truisme inacceptable. Ils sont arrivés au pouvoir en 1997 par un coup d'État qui a coûté entre 40 et 44 000 morts entre 1997 et 2000. Le président Sassou, après 5 ans d'une transition flexible, a mis en place une nouvelle constitution. C'est lui qui l'a mise en place, qui ne prévoit que 2 mandats pour celui qui est élu. Il doit respecter sa constitution. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il veut violer la constitution? J'ai dit quelque part que la présidence est à la constitution ce que précisément l'enfant est à sa mère. Aucun enfant ne peut se targuer de violer sa mère comme ça. Le chef d'État doit être la première personne qui respecte la Constitution parce que précisément, le premier acte qu'il pose, c'est jurer devant la nation et devant le monde entier de défendre et de respecter la Constitution. Donc c'est inacceptable. Alors si les gens disent qu'ils passent en force, ce qu'ils veulent faire, c'est refaire le coup d'État de 97 sous des formes différentes, c'est tout. Mais ils seront encore moins reconnus comme étant les démocrates, moins reconnus comme étant les républicains, et c'est une honte supplémentaire. Si aujourd'hui ils n'ont pas de crédibilité nationale et internationale, ils en auront encore moins demain. Monsieur le Président, quelle réponse donnez-vous à ceux qui pensent que vous, les politiques, vous aviez laissé au Président de la République trop de temps pour violer la Constitution et vous voulez vous rattraper parce qu'il veut faire un coup de force? Je suis heureux d'entendre ça parce que je n'entends pas souvent cela de la part des hommes de presse. Le président Sassou a eu l'occasion, notamment de la part de l'opposition. Nous lui avons écrit des lettres ouvertes, nous avons fait des déclarations et nous avons indiqué, pas tout le temps, mais des fois, qu'il a violé la Constitution de telle ou telle manière. Il s'est donné un Parlement qui est ce qu'il est. Et je vous dis que nous n'avons pas reconnu, par exemple, l'Assemblée nationale issue des élections de 2012. Ça s'appelle une chambre invisible. Quand il n'y a pas une opposition dans un Parlement, ça s'appelle une chambre invisible. Elle n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Ceci dit, le président Sassou n'a pas besoin d'attendre de nous que nous nous rappelions la Constitution qu'il a fait adopter pour la respecter. C'est son devoir de faire ce qui est bon pour le pays et bon pour l'image de la fonction qui est la sienne. Donc, le premier à se sanctionner, c'est lui-même qui devrait se dire « j'ai violé tel ou tel article de la Constitution, je ne devrais pas le faire ». Ensuite, il devrait se dire « puisque je l'ai fait, je ne dois pas continuer à le faire ». Le bon sens devrait être justement de se dire « non, on a eu des violations, c'est terminé, j'arrive à la fin de mon mandat, j'arrête, c'est tout ». Monsieur le Président, est-ce que, quand vous parlez, vous avez des aspects juridiques pour expliquer à ce peuple, à vos militants,
qui font que M. Sassou ne peut pas s'engager à changer la Constitution? Je vais être très court et très simple. Il y a un certain nombre d'articles dans la Constitution qui disent dans quelles conditions on peut réviser la Constitution. Et il y a des articles dans la Constitution, dont l'article 185 alinéa 3, qui dit les matières qui ne sont pas révisables. L'article 185 alinéa 3 dit que lorsque vous avez été élu pour un mandat renouvelable une fois, vous n'avez pas de droit, vous ne pouvez pas changer la Constitution sur le nombre de mandats. Le nombre de mandats est fixé uniquement à 2. Il y a ça. Le président Sassou arrive là en 2016, le 14 août 2016, à la fin de son deuxième et dernier mandat. Il ne peut donc pas invoquer un changement de constitution ou une révision de constitution sur cette base. Mais pour ce qui est du changement, dans la constitution, il n'y a rien d'écrit qui autorise le président à faire qu'il y ait changement de constitution. Un chef d'État agit en fonction des pouvoirs qui lui sont donnés, des prérogatives qui lui sont autorisées. Ces pouvoirs et ces prérogatives sont contenus dans un document qu'on appelle la Constitution. Ce qu'il fait en dehors de ça est anticonstitutionnel, il est en dehors de sa mission. Si vous êtes médecin, votre rôle n'est pas de découper les bras des gens pour aller vendre au marché, vous n'êtes pas le boucher. Le boucher a son métier, le médecin a son boucher. Vous avez choisi d'être médecin, devenez médecin. Le président est président. Ses attributions, ses fonctions sont régies par la Constitution. Il faut les respecter. Il ne peut pas sortir de là. S'il sort de là, il n'est plus conforme à la Constitution qui est la sienne. Il viole cette Constitution. Il fait un parjure. Et dans certains pays, parfois, qu'est-ce qu'on fait? On fait la destitution du président. Bon, dans le cas d'espèce, on lui demande juste une chose, qu'il arrête. Arrêtez, vous avez une autorité qui est chargée de ces questions, la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous, les partis de l'opposition, vous avez déjà consulté cette Cour constitutionnelle? Nous avons eu, à certaines élections, la possibilité de consulter la Cour. Mais vous vous êtes posé la question, vous, monsieur le journaliste, si la Cour constitutionnelle actuelle est encore légitime et légale. Parce qu'il y a une durée de nomination des membres de la Cour. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? D'une part. D'autre part, si elle n'est plus légale aujourd'hui, est-elle encore légitime et légale pour se prononcer sur les cas qu'on pourrait lui soumettre? J'en doute. Si vous en doutez, Monsieur le Président, vos militants vous réclament d'avoir beaucoup de courage. Est-ce que vous pouvez rassurer à ces militants que le courage, vous l'avez? Écoutez, le courage n'est pas une prétention. Le courage, c'est l'action. Je crois que nous sommes de ceux qui, dans ce pays, avons posé des actes politiques de tout temps. De tout temps. Le président Sassou est l'homme du 5 février. Demandez-lui, ou à des gens qui étaient avec lui, Thiba Florent, d'autres qui ont été avec lui, quels étaient les acteurs du 5 février. Ils vous diront, Jean Itali était cela. C'était le comité militaire qui était installé. Donc on n'a pas peur. Lorsque nous avons fait la lettre ouverte qui a déclenché le mouvement des années 90 pour déboucher la conférence nationale, nous étions 7 camarades. Jean Itali était de cela et le deuxième signataire précisément était Jean Itali après Tisté Chikaya. Donc ce n'est pas... Et ce qu'on fait aujourd'hui, est un acte de courage. Pourquoi? Parce que beaucoup, par lâcheté justement, par faiblesse, parce qu'ils ont besoin de sauvegarder l'emploi, se taisent, y compris en acceptant que leur pays soit plus bas que terre. Non, nos militants peuvent se dire, oui, nous avons le courage des opinions, et nous sommes fiers d'avoir ce courage, mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes courageux parce que les Congolais le sont. Le président du CAP est courageux parce qu'il y a des militaires du CAP qui sont debout et qui veulent un Congo meilleur à celui qui est. Et ceux qui croient que la force permet de rester longtemps au pouvoir, ils se trompent. Regardez l'histoire. Il n'y a plus Néron, il n'y a plus Caligula, il n'y a plus tous les anciens qui prétendaient être forts. Parce que la vie est ce qu'elle est. Si vous êtes fort, il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. La force
nous le disons souvent, est commensurable, c'est-à-dire qu'elle se mesure. Et il y a une finitude de la force. Ce qui permet de durer et d'être respecté dans l'histoire, ce n'est pas la force, c'est l'acceptabilité de l'action commune. C'est la confiance que le peuple vous donne. Certains de nos amis sont venus avec des baïonnettes en 97 et ils ont cru qu'ils pouvaient transformer les baïonnettes en capacité de séduction, ça ne marche pas. Monsieur le Président, quelle réponse donnez-vous à ceux qui disent, mais l'opposition parfois se trompe, le chef de l'État avait dit, le sang a trop coulé, les larmes également, et tout dernièrement, il a eu la colombe qu'il a jetée en l'air pour dire qu'il y a la paix dans ce pays et que plus rien ne se fera comme avant. Moi, je vais vous dire une chose. Jusqu'à la conférence nationale, on a dit qu'il y avait 3000 morts pour des raisons politiques dans ce pays. Je viens de vous dire qu'entre 1997 et l'an 2000, il y a entre 40 000 et 44 000. Qui a tué ce monde-là? Qui a versé le sang? Est-ce que si on fait le bilan aujourd'hui des crimes des uns et des autres, on vous dira qu'il y a quelque part les gens tués par le président du Cap? Voilà nos mains. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'acteurs politiques qui ont tué et qui précisément veulent perdurer au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas rendre compte des crimes commis et des pillages effectués dans leur pays. Ce n'est pas notre cas.